Donc effectivement, on m'a demandé d'essayer d'aborder le fameux sujet des cardiopathies rythmiques, parce que c'est pas toujours facile dans le service de savoir si l'origine de l'altération de la FEVG ou de la dysfonction ventriculaire est due aux troubles du rythme ou à une cardiopathie sous-jacente. Donc on a essayé de se pencher sur la question. Donc ça c'est un petit plan pour essayer de vous préparer à la présentation. Je vais essayer d'aller assez vite quand même. On va d'abord définir un petit peu ce que c'est. Ensuite définir les causes de troubles du rythme qui peuvent entraîner ça. Et enfin essayer de se poser la question de à quel moment on va essayer de rechercher une cardiopathie sous-jacente. Alors déjà je voulais insister sur un premier point parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les transmissions ou dans les antécédents des patients au départ. Le fait d'avoir un antécédent de fibrillation atriale n'est pas synonyme de cardiopathie rythmique. Donc quand on voit dans les antécédents cardiopathie mixte, valvulaire et rythmique parce que le patient a fait de l'AFA dans le passé, c'est pas vrai. Donc l'AFA c'est de l'AFA, c'est pas une cardiopathie rythmique pour autant. Donc les causes de la cardiopathie rythmique ou de l'altération de la FEVG due à un trouble du rythme, c'est une pathologie qui est assez fréquente, mais c'est difficile d'estimer vraiment la prévalence de cette maladie. La relation entre l'arythmie qui peut être là depuis des années et puis la survenue de la cardiopathie n'est pas toujours en termes de temporalité évidente à définir et c'est pas toujours facile d'être sûr que le trouble du rythme ou le trouble de conduction va être à l'origine de la cardiopathie. Il faut savoir que déjà dans nos patients qui présentent de l'insuffisance cardiaque, il y en a 10 à 50% qui vont présenter de la fibrillation atriale, donc c'est pas toujours évident de faire le lien entre la dégradation de la fonction cardiaque et la présence de cette fibrillation atriale. Ce qui est sûr, c'est qu'en théorie, la cardiopathie rythmique, c'est une cardiopathie qui doit être réversible, mais cette réversibilité, elle peut être partielle ou complète, et ça va justement dépendre un petit peu de la présence ou non d'une cardiopathie sous-jacente. Les traitements de la cardiopathie rythmique, c'est des traitements spécifiques. On va essayer de prendre en charge la cause, ce qui a provoqué la dégradation de cette FEVG. Et quand on prend en charge la cause, on peut voir une récupération en quelques semaines ou moins de 6 mois d'une FEVG normale. Les patients qui arrivent pour cardiopathie rythmique à l'hôpital, ils peuvent venir soit pour une décompensation cardiaque et on découvre la cardiopathie, soit pour un choc cardiogénique. Et dans ces cas-là, c'est un peu plus sévère et c'est parfois plus difficile de faire la part des choses entre cette arythmie et la cause de la cardiopathie sous-jacente. Et donc ce qui peut induire une altération du ventricule chez ces patients-là, ça peut être soit des troubles du rythme ventriculaire ou supraventriculaire, et puis ça va dépendre un petit peu de la charge en troubles du rythme, soit aussi des cardiopathies qui vont être induites au contraire par des troubles de conduction, et donc un asynchronisme ventriculaire gauche, qui peut être dû à la stimulation ou à un bloc de branche gauche sous-jacent. Dans la nosologie, il y a 2 types de cardiopathie rythmique. Il y a celles qui sont dites pures, où la cardiopathie va être exclusivement secondaire à cette arythmie ou à ce trouble conductif. Et puis il y a toutes celles qui vont être responsables d'une exacerbation d'une cardiopathie sous-jacente, où on va voir s'aggraver le patient dû au trouble du rythme ou au trouble conductif, mais sur un terrain de cardiopathie sous-jacente. Il faut savoir que quand on est face à un patient qui présente par exemple une fibrillation atriale et une dysfonction ventriculaire gauche, selon les études, il y en a à peu près 1 sur 4, voire 3 sur 4, qui vont présenter quand même un certain degré de dysfonction ventriculaire à cause de cette arythmie. Dans certains modèles expérimentaux, notamment sur des chiens, ils ont pu essayer de reproduire un petit peu le mécanisme des cardiopathie rythmiques en stimulant rapidement des cœurs de chiens pour essayer de reproduire un petit peu la physiopathologie de cette cardiopathie. Donc, ce qu'ils décrivent, c'est que la première semaine, il va y avoir toute une phase de compensation du ventricule gauche avec l'activation de certains systèmes neurohormonaux. Et pendant cette phase-là, le cœur va être relativement capable d'accuser le coup un petit peu. Et puis, pendant 1 à 3 semaines, c'est là que va se mettre en place encore plus les systèmes neurohormonaux qui vont être néfastes à moyen terme et qui va amener à un remodelage cellulaire, l'apparition d'une dysfonction ventriculaire et un début de dilatation. Au-delà de cette phase de 1 à 3 semaines à peu près, c'est là qu'on va arriver dans la dernière phase, où là, le ventricule va vraiment décompenser. Et c'est souvent à ce moment-là que les patients vont devenir symptomatiques, voire très symptomatiques. Et cette phase-là va souvent être associée à des anomalies du métabolisme calcique dans les cardiomyocytes. Lorsqu'ils arrêtaient le pacing rapide chez ces patients, chez ces chiens, on pouvait voir une réduction très rapide de la cardiopathie chez les animaux. En 4 à 6 semaines, ils pouvaient récupérer une fonction normale de leur ventricule.
Donc si on reprend un petit peu la physiopathologie de cette cardiopathie rythmique, on va du coup, pour l'exemple de la fibrillation atriale, avoir la fibrillation atriale qui se met en place avec un rythme rapide et une charge importante en fibrillation atriale qui s'installe. C'est là qu'on va activer certains systèmes neuro-hormonaux et qu'on va commencer à avoir une souffrance cellulaire et un remodelage ventriculaire. Mais ce que montre un petit peu ce schéma, c'est qu'il va y avoir aussi d'autres facteurs environnementaux qui peuvent intervenir, et notamment la place d'une cardiopathie structurelle sous-jacente et éventuellement la place d'une prédisposition génétique chez les patients. Et pour l'instant, ce n'est pas encore très clair de pouvoir définir à l'avance quel patient peut présenter une cardiopathie rythmique ou pas. Chez certains patients, ces altérations peuvent être réversibles, mais pas toujours, même quand on ne met pas en évidence de cardiopathie sous-jacente, parce que le fait de développer comme ça un remodelage ventriculaire lors du trouble du rythme soutenu va provoquer des remodelages ventriculaires qui sont néfastes avec l'apparition de fibrose, etc. Et ça ne régressera pas toujours. Mais dans ce qui est décrit, en tout cas en termes de physiopathologie, ce qu'on observe d'abord, c'est un épuisement un petit peu des réserves de l'utilisation en énergie du myocarde. C'est un peu ce qu'on décrit aux patients quand ils arrivent en fibrillation atriale rapide. C'est un peu comme s'ils étaient en train de faire une épreuve d'effort depuis plusieurs semaines. Donc pour le myocarde, ça devient un petit peu difficile, avec l'activation des systèmes neuro-hormonaux, une certaine ischémie relative myocardique qui va s'installer, et puis des anomalies justement de la régulation du calcium dans les myocytes, et puis finalement un remodelage du myocarde et de la matrice extracellulaire. Quand on est face à un patient comme ça qui présente une suspicion de cardiopathie rythmique, ce qui va se passer dans la première phase avant la prise en charge du trouble, c'est justement, le patient arrive, est-ce qu'on connaît une cardiopathie sous-jacente ou pas déjà de base ou non? Au départ, il va s'installer justement tous les événements qui vont faire que le ventricule va présenter des remodelages et commencer à s'altérer. Et lorsqu'on va prendre en charge le trouble du rythme, c'est là qu'il va falloir commencer à s'interroger sur est-ce que derrière tout ça, il y avait quelque chose de sous-jacent ou pas. Donc il y a toute la phase d'évolution après la prise en charge du trouble qui va être intéressante pour savoir si le patient présente ou pas une cardiopathie autre que ce trouble du rythme. Donc ce qui est décrit, c'est que généralement, lorsque le patient récupère une fonction ventriculaire gauche complètement normale, c'est presque sûr que le trouble était uniquement rythmique ou un trouble conductif au départ. Quand cette récupération elle est partielle, ou quand on garde quand même un certain degré de dysfonction ventriculaire, il va falloir s'interroger un peu déjà sur le maintien du traitement cardioprotecteur ou pas, et sur l'éventualité d'une cardiopathie sous-jacente. Et généralement, c'est là qu'on va proposer de réaliser une IRM pour essayer de trouver des altérations ultrastructurelles en dessous. Et à ce moment-là, si on ne trouve rien à l'IRM, que l'IRM est parfaitement normal, on peut considérer que c'est de bon pronostic et qu'on a peu d'arguments quand même pour penser qu'il y a une cardiopathie sévère sous-jacente. En revanche, si on commence à mettre en évidence des altérations ultrastructurelles comme de la prise de contraste à l'IRM, là il va falloir se poser des questions quand même sur la possibilité d'une vraie cardiomyopathie en dessous et sur la poursuite notamment des traitements cardioprotecteurs. Ça, c'est un schéma que je ne vais pas commenter beaucoup, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui se sont beaucoup interrogés quand même sur la physiopathologie de la cardiopathie rythmique. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui interviennent, notamment des événements environnementaux, et puis toute une cascade d'activation neuro-hormonale qui va favoriser la survenue d'une cardiopathie rythmique. Ce qu'on voit aussi, c'est que chez les patients qui vont récupérer une FEVG strictement normale et une échographie transthoracique quasi normalisée après la prise en charge du trouble, on peut quand même garder un certain degré d'altération de dysfonction diastolique et d'altération du strain global longitudinal. Et c'est la même chose en IRM, il y a des patients qui vont récupérer un cœur en échographie transthoracique à première vue qui a l'air d'avoir complètement récupéré, mais qui peuvent garder jusqu'à 5 ans dans certaines études des prises de contraste en IRM et certaines dilatations des ventricules. Donc ces dommages-là, qui sont irréversibles, est-ce qu'ils sont secondaires à l'arythmie au départ qui a provoqué comme ça une souffrance myocardique, ou est-ce qu'ils sont secondaires à une cardiomyopathie préexistante sous-jacente? Et c'est ça qui n'est pas toujours facile de définir. Donc pour reprendre rapidement les causes justement de cardiopathie rythmique, donc on va voir les troubles du rythme supraventriculaire, ventriculaire, l'asynchronisme ventriculaire, et puis qu'est-ce qu'on fait après le contrôle du rythme justement. Donc ça c'est une diapositive un petit peu catalogue, mais
généralement, souvent, la première chose qu'on trouve par règlement de fréquence, ça va être la fibrillation atriale rapide avec une charge en fibrillation atriale importante qui va pouvoir amener comme ça à une cardiopathie rythmique ou à une dysfonction ventriculaire. Il y a aussi la tachycardie atriale, le flutter ou des extrasystoles atriales incessantes qui peuvent provoquer également une dysfonction ventriculaire. On peut aussi voir chez les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque un défaut de repli lorsqu'ils passent en trouble du rythme supraventriculaire et qui peuvent amener aussi à une cardiopathie rythmique. Puis les facteurs favorisants dans ces cas-là, ça va être justement la cadence ventriculaire, la présence ou non d'un asynchronisme, là j'ai mis AV, mais surtout interventriculaire, l'irrégularité des cycles aussi, qui peut être mal tolérée par le ventricule gauche, et puis aussi l'absence de symptômes initiaux, parce que c'est sûr que le patient, quand il est dans les 3 phases là, qui ne ressent pas du tout son arythmie, il va avoir plus de mal à se rendre compte qu'il y a un problème. Il va arriver dans la phase 3 où c'est la grosse phase de décompensation et c'est là qu'on voit arriver le patient à l'hôpital. Donc ce qui va être important, c'est essayer de contrôler au maximum le rythme ou la fréquence du patient si le contrôle du rythme n'est pas possible, pour avoir une fréquence cardiaque cible entre 80 et 110 par minute maximum, pour essayer de laisser le temps au ventricule gauche de récupérer un petit peu. Ce qu'on observe dans les cardiopathies qui sont purement rythmique, c'est qu'en général, le NT-proBNP va redescendre très très rapidement. En une semaine, on va avoir une forte diminution du NT-proBNP. Et ça, c'est un argument plutôt pour la présence d'une cardiopathie vraiment secondaire à l'arythmie. Ce qu'on voit aussi, c'est une discordance entre la sévérité de l'atteinte en échographie et la faible présence de fibrose en IRM. Cette discordance-là va être plutôt un argument en faveur aussi de la cardiopathie rythmique. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est possible aussi quand même de voir des patients qui vont garder un certain degré de remodelage à distance de la prise en charge malgré tout. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la cardiopathie peut mettre quand même parfois plusieurs mois à se développer chez les patients qui vont avoir une charge en arythmie qui n'est pas si importante que ça. Mais lorsqu'ils vont récidiver, on va avoir la cardiopathie à revenir assez rapidement. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de bien surveiller ces patients parce que le jour où ça recommence, généralement ils se remettent dans le même état que l'état initial quand on a découvert le problème. Pour ce qui est des recommandations, si jamais on suspecte fortement une cardiomyopathie induite par l'arythmie, c'est une recommandation de classe 1, il faut essayer de traiter au maximum cette fibrillation atriale. Par contre, si on a un patient qui a aggravé une cardiopathie sous-jacente ou qui altère sa FEVG, probablement secondaire aussi à cette charge en FA, c'est un petit peu moins puissant, mais c'est aussi recommandé d'essayer de faire en sorte que l'arythmie ne revienne pas, soit traitée. Pour ce qui est des troubles du rythme ventriculaire, cette fois-ci, donc que ce soit des extrasystoles ventriculaires répétées ou de la TVNS à répétition, il y a à peu près 9 à 34% des patients qui vont présenter une dysfonction ventriculaire. Généralement, le facteur favorisant, ça va être une charge en ESV supérieure à 10 000 par 24 heures, ou 10% des QRS sur 24 heures, chez les patients qui vont être souvent voire trigéminés. Et c'est aussi le problème des patients qui vont avoir un caractère asymptomatique et qui ne se rendent pas forcément compte des extrasystoles, et donc avec un petit retard au diagnostic. Ce qui est sûr, c'est que le mécanisme va être surtout la désynchronisation entre les ventricules qui va favoriser comme ça cette dysfonction, un remplissage anormal, et c'est aussi des anomalies qui peuvent être liées au transport du calcium. Ce qu'on voit aussi, c'est des patients, par exemple, qui vont avoir une dysfonction ventriculaire qu'on va implanter d'une resynchronisation et qui vont être mal resynchronisés à cause d'une charge importante en ESV. Ces patients-là peuvent aussi être amenés à bénéficier d'un traitement pour essayer de faire en sorte que ces ESV ne persistent pas, et ce qui entraîne le maintien d'une dysfonction ventriculaire à gauche malgré la resynchronisation. Dans les recommandations, c'est assez clair. Si un patient a une charge en ESV supérieure à 10% et une FEVG altérée, on va d'abord se poser la question de a-t-il une cardiopathie sous-jacente connue ou pas? Si oui, est-ce que cette cardiopathie elle peut expliquer la dysfonction ventriculaire gauche? Et si oui, dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment indiqué d'aller traiter ces ESV. S'il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente connue, mais qu'on peut suspecter fortement un problème coronarien ou une maladie valvulaire, ce qui est recommandé, c'est déjà d'aller explorer ces possibles causes-là de cardiopathie. Et en fonction du résultat, on voit s'il y a quelque chose à faire sur les extrasystoles. Si on ne retrouve pas d'autres cardiopathies, enfin d'autres causes pouvant expliquer l'altération, c'est recommandé de faire une IRM. S'il n'y a pas de prise de contraste, on peut supposer... Alors, suspecte, il ne faut pas que je me perde dans mon schéma.
S'il n'y a pas de prise de contraste, on peut supposer, c'est ça, que la cardiopathie est vraiment induite par les ESV et c'est recommandé en classe 1 d'aller ablater les ESV. Si par contre il y a une prise de contraste, on peut supposer qu'il y a quand même une cardiopathie sous-jacente, mais qu'elle peut être aggravée par les extrasystoles et on peut quand même discuter en classe 2A d'aller ablater les ESV. Donc c'est quand même recommandé de tenter de ne pas laisser une charge en ESV très importante à un patient qui a une FEVG dégradée. Ça c'est le même tableau, et ça veut dire pareil, c'est juste classe 1. Quand le patient a des ESV très importantes mais qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de cardiopathie qui peut expliquer la dysfonction, il faut ablater les ESV. Si on pense que ça aggrave une cardiopathie sous-jacente, il faut aussi essayer de traiter ces ESV pour qu'on essaye de ne pas entretenir cette altération. Ensuite, il y a aussi les problèmes d'asynchronisme ventriculaire, liés principalement, par exemple, à une désynchronisation entre les deux ventricules sur un bloc de branche gauche ou une stimulation ventriculaire droite. Donc on peut voir de façon relativement fréquente des patients dégrader leur FEVG dû à une stimulation ventriculaire droite. L'incidence des cardiopathies induites par la stimulation ventriculaire droite, c'est à peu près 12%, et le risque augmente si le pacing ventriculaire droit dépasse les 20%. Nous, pour ces problèmes-là d'asynchronisme, il y a des recommandations qui sont claires pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque. Une fois qu'un patient il est bien traité par l'ensemble des traitements cardioprotecteurs maintenant recommandés, s'il garde une FEVG altérée et des QRS larges sur un bloc de branche gauche, on nous recommande d'essayer de resynchroniser le patient afin d'éviter comme ça cette altération de la FEVG due au bloc de branche. Donc les recommandations actuelles, c'est un bloc de branche gauche avec des QRS larges, une FEVG altérée, un patient qui reste symptomatique. L'indication, c'est d'essayer de le resynchroniser. Et puis il y a d'autres indications un petit peu moins fortes, mais des patients qui n'ont pas de bloc de branche gauche, mais des QRS très larges, avec une FEVG altérée, on peut aussi les implanter. Ou un bloc de branche gauche un peu moins large, mais avec une FE altérée, à moins de 35%. Et puis en cas d'indication d'un stimulateur cardiaque, on va privilégier une resynchronisation chez les patients qui présentent une FEVG en dessous de 40%. Et on peut aussi se poser la question de l'optimisation de la stimulation par une resynchronisation chez les patients qui sont implantés d'un pacemaker avec une stimulation droite et qui dégradent leur FEVG par la stimulation. Juste une petite diapo pour comparer un peu les États-Unis et les recommandations européennes où on n'est pas exactement raccord sur l'indication de la resynchronisation ou en tout cas d'éviter la stimulation droite. Aux États-Unis, déjà en 2018, il disait qu'un patient qui présentait une FEVG entre 36 et 50% avec un pacing attendu supérieur à 40% du temps, il faut essayer de favoriser au maximum une stimulation la plus physiologique possible. Et là-dedans, ils entendent soit la resynchronisation, soit la stimulation ICN, par exemple. Alors que dans les recommandations européennes qui sont plus récentes de 2021, il manque un peu de preuves, ils trouvent. Et du coup, pour l'instant, ils sont moins francs sur les recommandations justement de resynchronisation ou de stimulation ICN chez ces patients. Mais si un patient présente un échec de resynchronisation par échec de canalisation du sinus coronaire, on peut proposer une stimulation ICN. Par contre, si un patient a une FEVG supérieure à 40% avec un pacing attendu supérieur à 20%, la stimulation ICN est recommandée qu'en classe 2B en Europe pour l'instant. Donc on n'est pas encore très dur sur les recommandations de stimulation avec des QRS les plus fins possibles chez les patients, même si on sait que la stimulation ventriculaire droite peut entraîner des cardiopathies. L'asynchronisme ventriculaire gauche, on sait qu'il y a des patients qui peuvent être hyper répondeurs, et c'est des patients généralement qui vont présenter une réversion quasi complète de la dilatation et de l'altération de la FEVG. Ça va améliorer la survie. Après, il peut y avoir quand même des lésions myocardiques sous-jacentes qui sont irréversibles, comme dans la fibrillation atriale tout à l'heure. Et donc, certainement, souvent, on va probablement poursuivre certains, en tout cas, traitements cardioprotecteurs au long cours. Ce qu'on sait aussi, c'est que la prise en charge de la désynchronisation va diminuer le risque de mort subite chez les patients qui sont très répondeurs, mais qui restent tout de même à 5% à 5 ans. Puis chez les patients peu répondeurs, le risque de mort subite persiste malgré tout. Et donc après le contrôle du rythme ou la resynchronisation, qu'est-ce qu'on fait des traitements de ces patients-là lorsqu'ils ont récupéré ? Généralement, c'est à discuter sous surveillance échographique régulière, on peut tenter une décroissance progressive des traitements. En l'absence de mutations génétiques connues, si une recherche génétique a été faite, en l'absence de fibrose importante à l'IRM, on va poursuivre les traitements si on peut mettre en évidence justement des anomalies ultrastructurelles du myocarde.
Et puis, s'il y a un traitement qu'on doit privilégier, ce sera préférentiellement le traitement bêta-bloquant, parce qu'on sait qu'il va être cardioprotecteur, et on sait aussi qu'en cas de récidive d'arythmie, il va quand même diminuer au moins la cadence ventriculaire. Donc quand on doit choisir sur lequel on laisserait au long cours, préférentiellement, ce serait quand même plutôt le bêta-bloquant, avec un signe initial rapproché. Certaines recommandations disent qu'au bout de 5 ans, d'absence de récidive avec une cardiopathie qui récupère complètement et qui ne s'altère pas, on pourrait éventuellement proposer un arrêt de suivi, même si je trouve que c'est quand même un peu risqué. Et pour ce qui est des traitements des ESV, c'est pareil, généralement c'est quand même de bons pronostics quand on a réussi à traiter complètement le trouble du rythme. Et donc enfin la question vraiment du jour, c'est lorsqu'on se retrouve comme ça devant un patient qui présente une altération de la FEVG, est-ce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente? Est-ce qu'il y a une autre cause d'altération de cette fonction ventriculaire? Je me dépêche. C'est la troisième partie. Généralement, la situation classique, c'est un patient qui arrive à l'hôpital, chez qui on découvre une FEVG très altérée, souvent associée à un trouble du rythme supraventriculaire. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en dessous, ou est-ce que c'est juste cette FA qui provoque ça? Quel bilan on doit réaliser, puis quelle prise en charge? En pratique, ce qu'on va essayer de regarder, nous, c'est est-ce que le VG, il est certes hypokinétique, mais est-ce qu'il est très dilaté? Est-ce que l'oreillette gauche est très dilatée, qui peut être un témoin quand même d'une cardiopathie sous-jacente qui évolue depuis longtemps? Est-ce que le ventricule droit, lui, est dilaté ou pas? Quelle est l'ancienneté des symptômes? La chronologie par rapport à l'arrivée de palpitations, si le patient était symptomatique, et cette insuffisance cardiaque. Est-ce que le patient est connu pour une hypertension? Est-ce qu'il y a de l'hypertrophie ventriculaire qui pourrait expliquer aussi une autre cause de cardiopathie? Et puis par argument de fréquence aussi, on va essayer de rechercher quand même des facteurs de risque de cardiopathie ischémique, parce que dans notre société, la maladie vasculaire, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent et qui est pourvoyeur de cardiomyopathie. Donc il va falloir essayer de trouver un petit peu des arguments pour convaincre nos collègues hémodynamiciens d'aller voir ou non les coronaires de ce patient qui arrive avec 20% d'FEVG au soins intensifs en FA à 150 par minute. Par ailleurs, on va essayer de rechercher, mais ça c'est un peu le cas tout le temps quand on est face à une cardiomyopathie. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer comme une cause toxique ou inflammatoire? Donc rechercher un terrain d'alcoolisation chronique, de prise de toxiques, un antécédent de chimiothérapie. Est-ce que le taux de troponine est augmenté de façon un peu chronique ou en plateau qui pourrait expliquer une maladie inflammatoire sous-jacente ou une maladie de système connue à côté? Ou est-ce que le patient présente aussi des troubles conductifs associés à son trouble du rythme qui pourrait expliquer aussi une cardiomyopathie sous-jacente? Et puis surtout interroger le patient sur ses antécédents familiaux. Est-ce que dans sa famille, il y a des personnes qui ont présenté des cardiomyopathies ou une histoire de gros cœur ou de mort subite familiale? Et ça peut quand même nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ce qui nous permet aussi d'évaluer le risque rythmique chez ce patient-là, enfin de risque rythmique grave, de mort subite par exemple. Ce qui est sûr, c'est que face aux cardiomyopathies dilatées, il y a de multiples causes qui peuvent parfois s'imbriquer les unes dans les autres. Nous, là, on s'est focalisé sur les cardiopathies induites par la tachycardie ou induites par la désynchronisation. Mais une fois qu'on a traité ça et que le patient récupère ou récupère pas complètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on va rechercher une autre cause? Est-ce qu'on va faire un test génétique chez ces patients-là pour trouver une cause génétique à la cardiopathie? Est-ce qu'on fait une coronarographie? Est-ce que ça peut être dû à une cause toxique dans le passé ou une intoxication alcoolique que le patient n'a pas avouée au départ? C'est pas toujours facile de faire la part des choses. Ce qui est sûr, c'est que entre l'œuf et la poule, sur une cardiopathie d'origine génétique ou une prédisposition génétique à la cardiopathie rythmique, on ne sait pas toujours où se placer et on ne sait pas toujours s'il y a une indication à aller rechercher, par exemple, une anomalie génétique chez ces patients-là. Je pensais en préparant ce topo que j'allais trouver beaucoup de bibliographies sur la génétique des cardiopathies rythmiques. Mais honnêtement, à ce stade, il n'y a quasiment rien en fait, de publié sur l'origine génétique des cardiopathie rythmiques. On ne sait pas très bien pourquoi certains patients en FA vont altérer comme ça leur ventricule et d'autres pas du tout. Voilà. J'ai presque fini. Ce qui est sûr, c'est que quand même, il va falloir se poser la question justement de ce que je disais tout à l'heure, de la place de la coronarographie chez ces patients. Généralement, ça va être une discussion au cas par cas. C'est sûr que s'il y a énormément de facteurs de risque, on va quand même essayer d'aller voir les coronaires à un moment donné, soit en aigu, soit à distance, même si le patient a récupéré, parce qu'on peut très bien aggraver une cardiopathie ischémique tritronculaire par une fibrillation atriale rapide, et un patient qui peut récupérer
ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une grosse cardiopathie ischémique sous-jacente. Chez les patients jeunes, on peut proposer le Coroscan, qui est quand même moins invasif. Puis on va peut-être plus volontiers aller évaluer les coronaires lorsque c'est une cardiopathie rythmique due à une désynchronisation sur un gros bloc de branche gauche, en essayant d'éviter de ne pas passer à côté d'une sténose significative de l'évia proximale, par exemple. Ça, c'est un petit diapo que je vous ai montré tout à l'heure, donc vous allez bien se souvenir. Est-ce que les dommages qui sont parfois irréversibles sont dus à une secondaire à l'arythmie seulement ou à une cardiomyopathie préexistence? Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si la phase de récupération, ce n'est pas une phase de transition vers une altération de la FEG, une réelle cardiomyopathie sous-jacente qui pourrait se manifester plus tard? Ce qui est sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la compréhension de ces mécanismes-là, elle n'est pas encore claire, et que pour l'instant, on découvre encore à quoi peut être secondaire ces altérations-là. Il y a des petits, je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, mais il y a des petits tips quand même qui peuvent mettre un peu la puce à l'oreille sur l'étiologie possible d'une cardiopathie rythmique seule ou d'une cardiomyopathie sous-jacente, notamment une dysfonction ventriculaire droite très précoce, ça va être plutôt en faveur d'une cardiopathie rythmique, une atteinte du strain apical, ça je l'ai découvert, et comme je disais tout à l'heure, une diminution très rapide du NT-proBNP va être plutôt en faveur d'une cardiopathie rythmique. Et puis, la présence de fibrose en très grande quantité va plutôt nous évoquer quand même une cardiomyopathie sous-jacente, même si on sait que la fibrose peut apparaître juste à cause du trouble du rythme au départ. Donc, quand la cardiopathie rythmique survient, ça va être dû à cette arythmie, à des facteurs environnementaux, et puis à des facteurs qui sont propres aux patients. Dans les facteurs qui sont propres aux patients, on se pose la question de la place justement de la prédisposition génétique. Ce qui a été démontré pour l'instant, c'est qu'ils ont pris l'exemple des cardiopathies du péripartum. Ils ont recherché des variants génétiques probablement pathogènes chez les femmes qui présentaient des cardiopathies du péripartum, et ils se sont rendus compte que 15% des cardiopathies du péripartum présentaient des variants génétiques tronquants probablement pathogènes, dont 2 tiers d'entre eux étaient sur le gène de la titine. Et on se demande si on ne pourrait pas extrapoler un petit peu ces pathologies génétiques-là qui provoquent des cardiopathies du péripartum dues à des stress oxydatifs qui peuvent être relativement comparables à la cardiopathie rythmique. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une prédisposition chez les patients qui présentent une cardiopathie rythmique génétique pour expliquer les grandes différences entre les différents patients? Et puis on peut se poser la question aussi, y a-t-il une susceptibilité génétique à faire de l'arythmie, à présenter un bloc de branche gauche et à altérer sa fonction ventriculaire gauche justement quand on présente ces troubles-là? Est-ce que tu peux conclure parce qu'on a encore plusieurs topos à écouter? C'est juste une petite diapo pour vous montrer un petit peu ce que ça représente, la génétique des cardiomyopathies. Je ne vais pas vous la reprendre en détail, mais quand on commence à mettre le nez dedans, c'est quand même assez complexe et c'est pas forcément évident de pouvoir justement statuer sur l'origine génétique ou pas d'une cardiopathie rythmique. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est décrit, c'est que c'est un continuum, probablement déjà dès 2016, que la cardiopathie rythmique au départ, ou la cardiopathie induite par l'arythmie, est probablement un continuum d'une évolution potentielle vers une cardiopathie hypokinétique ou une cardiopathie dilatée après. Quand proposer le dépistage génétique, dans les cardiopathies dilatées, ce sera, je pense, trop long pour aujourd'hui. Mais généralement, souvent, nous, ce qu'on recommande, ça va être le dépistage, l'interrogatoire sur la présence ou non dans la famille de cas de cardiomyopathie dilatée ou de mort subite. Dans ces cas-là, on va facilement aller au dépistage génétique dans les cardiomyopathies dilatées, ou s'il y a un argument qui nous oriente vers une cause chez qui on va rechercher certains types de gènes. Et puis après, les rythmologues sont arrivés, nous ont rédigé des recommandations dans le dépistage génétique des cardiomyopathies. Et là, c'est pareil, ce sera trop long pour aujourd'hui, mais il y a des critères précis qui nous disent quand est-ce qu'on doit réaliser un dépistage génétique ou pas dans les CMD. Bon, je passe du coup. Oui, je pense que tu peux juste nous faire ta diapo de conclusion, s'il te plaît. Elle est là. Donc, en conclusion, c'est une cause qui est très sous-estimée de dysfonction ventriculaire gauche. C'est une cardiopathie qui est normalement réversible. Ça peut être une réversibilité complète ou partielle, avec des traitements spécifiques qui vont prendre en charge le trouble. Après, ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, il faut essayer de rechercher une cause sous-jacente qui peut être toxique, ischémique ou éventuellement génétique avec l'interrogatoire sur la famille. Et puis pour l'instant, on n'a pas encore répondu à ces questions de pourquoi certains patients développent ces cardiopathies-là et d'autres pas. Voilà, merci de votre attention quand même.